Apéro spécial Gérard d'Or. Spécial Gérard d'Or. On revient sur nos Gérard des previews. On est à mi-saison, un peu plus de mi-saison. La plupart des équipes. La cinquantaine des matchs joués. Ouais, c'est ça, gentiment. Là, on est à combien de matchs joués là 45. 45-48 matchs joués par équipe. Donc on est un peu au-delà de la mi-saison. Mais, on va se poser là en ce mois de janvier en attendant gentiment la trade deadline. Ah, des gros rendez-vous à venir sur votre chaîne préférée. On espère que vous allez bien. Petit apéro spécial Gérard d'Or. Oh là là, c'est une suggestion communautaire qui date de septembre dernier. Vous savez, c'est une ancienne époque. À l'époque, on pensait que les Pels pouvaient se relancer. On pensait que les Knicks et les Cavs seraient en tête de l'Est. C'était il y a longtemps. Ouais, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant les previews, vous le savez, grand classique, pour chaque preview, on avait un Gérard d'Or. Et certains ont demandé dans les commentaires, ce serait chouette d'avoir une sorte de tableau un peu de suivi des Gérards tout au long de la saison, savoir sur quoi vous avez chié et sur quoi vous avez eu raison. Et là, on en parlait avec Alex et je te disais, t'es chaud, viens on fait un point à mi-saison. Ouais. On va reprendre tous nos Gérards. Le tableau complet, je l'ai. Oui, on va vous le montrer. C'est pas passionnant non. De revenir Gérard par Gérard, pour être très franc. Non, mais parce qu'il y en a où tu peux dire que c'est un fail ou tu peux dire que c'était bien vu, mais genre c'est surtout pas très intéressant parce que soit le mec a pas beaucoup joué, soit en fait c'était un peu trop évident, genre je sais pas moi. Cooper Flag, oui, bon bah voilà, oui, bah oui il est bon. J'avais dit qu'il était bon, mais bon. Quel est le vrai. Enfin voilà, c'est bien, c'est un super Gérard. Moi, il me fait cliquer, super joueur et tout, mais on sait très bien que dès la saison prochaine, ça sera pas un Gérard. Voilà, la question de la mort, ça sera bon. Faut mettre qui autour de Cooper Flag? Absolument. Moi, j'avais mis Kawhi Leonard chez les Clippers, donc autant te dire que pareil. Est-ce qu'il va jouer au basket? Quand il joue, on sait qu'il est bon, tu sais. Non, mais complètement. Donc effectivement. Mais par contre, on vous a préparé un petit débrief. Ouais. On en a pris quelques-uns chacun. Et vous le savez. On adore dire, bon ok là-dessus on avait de l'expertise, on avait le nez fin, mais on est aussi tout à fait honnête lorsqu'on a fait de la grosse merde. Et donc là on a dit, tu sais quoi, rigolo. On va se marrer parce qu'on va ressortir un petit peu pas des extraits, là on va pas vous montrer en vidéo, mais on a fait le boulot tous les deux. Alex, là tu peux peut-être en parler un petit peu du fait de se refarcir en fait les sections Gérard d'Or pour ressortir des phrases bien pépites quand même. Ouais, il y a des phrases pépites là dans les fails où effectivement on a dit des trucs et puis en fait ça va pas tout à fait se passer comme ça. Et puis il y a plusieurs Gérard d'Or où as usual on vous a prédit l'avenir quoi. Voilà. Expertise et objectivité. Exactement. Juste là. Donc, bien évidemment, vous pouvez vous aussi revenir sur les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube et revoir ce que vous aviez balancé en commentaire ou même sur les réseaux. Et puis faire un point à mi-saison. Je vous montre juste pour commencer, si ça vous va, je peux le montrer, le gros tableau. Le très gros tableau. Alors attention, c'est pas sexy, c'est un Excel qu'on partage avec Alex, mais pour vous donner une idée, et on va en sélectionner certains. On avait chez les Bulls, Matas Bouzelis de mon côté, Kobe White, Trey Johnson côté Wizards, Bilal Coulibaly pour Alex. À Utah, on avait Bryson Sabo et Ace Bailey. Moussa Diabaté à Charlotte et Brandon Miller pour Alex, Jonathan Mogbo, oulala, et RJ Barrett côté Toronto pour Alex. Jonathan Mogbo. Que veux-tu? Cam Thomas pour Alex chez les Nets et moi Nolan Traoré, Kelly Ware à Miami et toi Kasparasi à Kutionis. On avait du Cornet et du So à San Antonio, du Malouak et du Ryan Dunn, Joran Poulet, Trey Murphy 3, Maxime Reno et Devin Carter à Sacramento, on en reparlera peut-être. AJ Green et Ryan Rollins. Jalen Wells et Cedric Howard chez les Grizzlies, Oscar Thompson et Jalen Duren. Voilà, vous avez tout le tableau, je vous le fais juste pour finir. Marcus Smart et DeAndre Ayton chez les Lakers. Pods et Jimmy Butler, Sniff côté Golden State. Du Hansen Young et Sheldon Sharp à Portland. Jane Johnson et Onyeka Okongwu à Atlanta. Derek Lively et Cooper Flag. T'avais pris Cooper Flag ou PJ Washington? T'avais pris Cooper Flag à Dallas. Je crois que c'était Cooper Flag, je crois. Je sais même plus, tu vois. Je crois que c'est Cooper Flag, t'avais dit, franchement, je le sens. C'est vrai que j'avais dû mettre un choix. Oula, McCain et Edgecombe, pas tout à fait la même saison du côté de Philly. Suggs et Bain du côté d'Orlando. Mitchell Robinson et Malcolm Brogdon à New York. Amen Thompson et Jabari Smith chez les Rockets. Et pour finir, Hugo Gonzalez et Anthony Simons à Boston. Nikola Jokic et Cam Johnson. J.F. et Andrew Nembhard. Terrence Shannon Jr. et Juice Randle côté Minnesota. Et pour finir, Jalen Tyson et Lonzo Ball, on va peut-être en reparler à Cleveland. Kawhi Leonard et John Collins aux Clippers et Alex Caruso, Cason Wallace. Ça, c'est l'intégralité de nos Gérards. Mais, on l'a vu ensemble Alex, c'est pas une histoire de nom, il faut revoir les séquences parce que c'est au sein des séquences même qu'on choisit un angle en fait. C'est ce qu'on dit. Là, on revient sur
au-delà du nom du gars, on revient sur nous, dans quel sens c'était notre Gérard d'or. Souvent, les Gérard d'or, c'est des joueurs, on dit, qui nous font cliquer, c'est nos Gérard, nos machins et tout. Mais derrière, ça s'accompagne d'un petit discours. Ouais, je pense qu'un tel, il va peser dans tel et tel rôle, ou il va faire ci, il va faire ça. Ou parfois, par exemple, je prends un exemple... tout con. Là, on était en train de préparer l'émission avec Bastien et donc on regarde avec Bastien et on se dit putain, j'avais pris Bilal Koulibaly en Gérard d'or sur les Wizards. C'est vrai que la saison de Bilal est quand même poussive, même s'il y a des choses intéressantes, mais il y avait une toute petite blessure au tout début. Ensuite, il s'est blessé en décembre. Là, au moment où on parle, il est encore qu'en Game Time Decision. Il n'a pas joué depuis une dizaine de jours, ouais, voilà, c'est ça et tout. Il y a eu des choses intéressantes quand il a joué. Il a plutôt été titulaire, donc il a toujours la confiance de Brian Keefe. Donc on se dit, oh là, ça sent le fail et tout. Et là, je mets l'extrait. Je vous conseille d'aller le regarder également dans la preview des Wizards. Bah, c'est pas du tout un fail en fait. C'est-à-dire que moi, je prends Bilal en Gérard parce que je le kiffe, j'ai envie de le regarder, un français et tout machin. Tout de suite, Bastien, il est là en mode attention, il y a des gens qui va vouloir son poste. On parle de Keyshawn George, on parle de Trey Johnson. En gros, on se projette dans la saison des Wizards et l'angle Bilal est plutôt bon. Donc en fait, c'est pas du tout un fail. Je l'ai même pas mis dans mes réussites parce que c'est à mi-chemin, je dirais. Mais en gros, voilà ce qu'on fait et c'est ça qui est rigolo dans ce truc de Gérard, c'est qu'en fait, de temps en temps, en le sachant ou sans le savoir, on met le doigt sur la clé de la saison d'une équipe. Exactement. Est-ce que tu es prêt, Alex ? Allez, vas-y. Eh ben, je propose de démarrer tout de suite avec, évidemment, un fail. On va commencer par un fail. Je te propose, Alex, de démarrer et moi aussi je vais suivre et puis après on va basculer dans le positif, etc. etc. Quel est le premier fail quand même que tu as noté et tu voulais revenir dessus en rigolant un petit peu ? Je vais commencer à la maison. Ryan Dunn. Aïe, Ryan Dunn. Je sais que ça c'était un joueur que tu attendais très fort. Alors, c'est un des fails quand même assez gros dans mes Gérard d'or cette saison, dans le sens où j'avais pris dans la preview des Suns, on n'était pas très optimiste pour les Suns. Bon, d'une manière générale, la preview des Suns est bien à côté de ce qui se passe réellement dans la saison. Mais bon, ceux qui m'avaient dit les Suns vont être top 6 ou play-in large avec une des meilleures défenses de la ligue, une équipe qui se bat le plus, et voilà, bon bref. Voilà, Ouais, mais le monsieur juge de l'année prochaine va être succulent. Ah, par contre, monsieur le juge, ouais, on va bien rigoler. Toujours est-il que j'avais pris Ryan Dunn parce qu'on avait bien identifié le sujet du poste 4, qui en est toujours un d'ailleurs. Il n'y a pas de vrai poste 4 à Phoenix, à part le rookie Rashir Fleming. Ouais. Mais Jordan Hott, on voit bien, faire jouer les rookies, c'est pas sa prio. Et puis bon, on va pas commencer à gueuler, le type fait trop bien jouer l'équipe. Donc bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais concrètement, Malehar en 10, il le fait pas jouer. Bon, on a vu un peu Kobe Bree, il joue pas vraiment. Rashir Fleming, les jeunes, c'est dur là, tu vois. Voilà. Donc, c'est pas son truc. Et on a souvent Royce O'Neal au poste 4, des fois Dylan Brooks qui se décale, parfois qu'est-ce qui nous a mis d'autres et tout. Et dans cette rotation, il y a Ryan Dunn. Ouais. Et ça, je l'avais bien identifié. Ighodaro parfois. Ighodaro, mais il l'utilise beaucoup plutôt en backup de Mark Williams, en backup, même il se partage les minutes. Mais donc, Ryan Dunn, j'avais bien identifié le sujet du poste 4. C'est plus un 3 en termes de dimension pure athlétique, mais c'est tellement justement un athlète de fou et tout. Et un bon défenseur, il protège bien le cercle, il peut t'aider et tout. Je m'étais dit, ça c'est un Gérard parce que lui, s'il fait le boulot et qu'il s'empare un peu du poste 4, ça peut vraiment avoir des effets bénéfiques pour la saison des Suns. Voilà en substance ce que je dis dans le Gérard d'or. Alors, il a un peu moins de minutes même que l'année dernière, si je dis pas de conneries. Non, c'est les mêmes minutes, 19-20 minutes. En revanche, il est un peu moins titulaire. Il marque moins, il prend un poil plus de rebonds, les pourcentages au tir sont toujours aussi dégueulasses, notamment de loin. En gros, Ryan Dunn, on pourrait dire qu'il n'a pas progressé là, entre sa saison rookie et cette saison. Il n'y a pas vraiment de progrès, ni visible dans le jeu, ni dans les statistiques. Il apporte quelque chose. C'est un joueur qui se bat, il lâche pas le steak, il t'amène de l'intensité en défense, mais on voit bien que Jordan Hott tâtonne pour l'utiliser parce que beaucoup d'erreurs et puis un potentiel technique offensif qui fait chier. En gros, Ryan Dunn, il change strictement rien, alors que moi, je l'avais mis en Gérard d'or, et que si demain... il joue plus du tout parce que Jordan Hott commence à faire jouer le rookie Rashir Fleming et le gars on voit bien qu'il a un bras, tu vois, les peu de fois où je l'ai vu Fleming, et que ça commence à marcher et tout, façon Royce O'Neal qui est utilisé beaucoup en 4 à Phoenix. On voit bien que Ryan Dunn va quasiment rien changer, donc ça c'est un beau petit fail de Gérard d'or parce que concrètement
J'aurais pu prendre plein d'autres gars dans la rotation. J'ai pris Ryan Dunn et en fait, c'est le gars qui change pas grand-chose. C'est vrai, alors qu'il connaît très bien ses Suns. Alex, j'ai juste une petite question pour toi sur Ryan Dunn. L'année dernière, c'était tellement le désastre à Phoenix, j'ai pas besoin de te le faire revivre, hein, mais est-ce que c'est aussi un cas de Pierre qui a brillé très très fort au milieu de l'ombre, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et lui a été un des rares rayons de soleil, sans mauvais jeu de mots, et que là maintenant que ça va bien aussi et qu'il n'y a pas forcément les progrès, c'est plus difficile de rayonner pour lui? Plus difficile, peut-être que tu as raison. Moi je pense que malheureusement c'est presque encore plus terre à terre que ce que tu viens de dire. C'est que il est dans une équipe qui joue bien mieux au basketball et dans le hustle défensif et tout, Ryan Dunn ne fait pas du tout tâche. Il est là, quand il rentre, on n'est pas en train de se dire « Ah, mais attention, il va être ciblé », que dalle, il n'est pas ciblé, il fait des bonnes aides. Il y a même des matchs où il fait quand même des contres, des interceptions et tout. Donc c'est un vrai joueur défensivement qui a compris ce qui se passait. En revanche, de l'autre côté du terrain, ça joue collectif, le ballon il circule et il a des vraies opportunités de scorer et désolé, mais c'est chaud. Et c'est en partie pour ça qu'il ne joue pas plus, parce que Royce O'Neal se sort les doigts en défense, Grayson Allen, Dillon Brooks, donc en gros il y a d'autres possibilités dans les ailes pour Jordan Hott. Il a de quoi te faire tourner maintenant, il a de la taille au pivot. Oui. Mark Williams, Iguodaro, Nick Richards pas trop et tout, mais en gros Ryan Dunn pâtit du fait que dans ces Suns-là, ça se voit, Jordan Hott a un non-shooter, ça le fait chier. Et ça, j'en parle. C'est un fail parce que c'est là où c'est un fail, c'est que je dis ouais, si, mais c'est 3 points. Et tout. Voilà, c'est si, mais c'est 3 points. Malheureusement, Ryan Dunn, il a vu la vidéo, il a fait. Il aimait pas. Lol. Voilà. Je vais rester dans la même conférence, mon cher Alex, et te montrer un de mes très beaux fails. Alors, on va parler parfois de santé, évidemment, mais on va aussi revenir sur ces phrases magnifiques. Désolé, mes amis de Dallas. Allez vous refaire la preview, j'ai parlé de Dereck Lively comme étant un des X-Factors de la saison NBA à venir. Alors mon cher Dereck Lively, bon évidemment, lorsqu'on ne peut pas jouer au basket, tout de suite, c'est compliqué. Il n'y a que 7 matchs de jouer par Dereck Lively cette saison. J'y croyais beaucoup. On avait même abordé la preview tout de suite, dès qu'on fait le Gérard d'Or et que je parle de Dereck Lively, on se foutait un peu de sa gueule, mais gentiment, parce qu'il y avait des rumeurs de le mec qui a pris 8 cm, tu sais, tu te foutais de sa gueule, tu disais le mec il fait 2m26 maintenant, il est encore plus grand qu'Wemby, parce qu'on était dans le Media Day, tu sais, il y avait plein de déclarations qui sortaient de là. Et en fait, Dereck Lively, dans la section dédiée à lui du Gérard d'Or, je cite 2 points. Alex, comment on fait pour attaquer et défendre sur un front courte Anthony Davis, Cooper Flag, Dereck Lively? La réponse, c'est qu'il n'y a pas besoin parce qu'en fait, ils ne jouent pas ensemble ce front courte. Et le pauvre Dereck Lively, moi je souhaite que, évidemment, ça aille mieux physiquement et qu'il puisse revenir, mais je me suis refait la section, j'avais tellement d'espoir, je me disais mais il a mis Daniel Gafford dans le rétro, c'est un mec qui est capable de bien lire sur short roll, et je fais une éloge mais de malade, hein. Ça lit bien sur short roll, le mec était au centre du run de playoff avec Luka Doncic en 2024, c'est lui le pivot titulaire, je dis même que dans les futures négociations contractuelles avec Anthony Davis, c'est bien parce que ça décale AD en 4. On est au top. Ça a joué 7 matchs et résultat, Dereck Lively, il a joué une 50aine de matchs sur sa saison rookie, une 30aine de matchs sur sa saison sophomore et 7 sur sa saison 3. Là, c'est vraiment les blessures qui te niquent ton Golden Gérard. Ouais, mais même quand il a été sur le parquet, il y a pas de, c'est pas les fans de Dallas ne sont pas en train de passer le quotidien à se dire il a été 7, il a même pas joué 10 matchs quoi. Il a même pas joué 10 matchs mais là aujourd'hui, en fait Dereck Lively, quand tu es en juin-juillet 2024, tu as une certitude, deux, c'est que tu vas avoir Luka Doncic pendant quelques années, mais que Dereck Lively est ton pivot titulaire de l'avenir. C'est vrai. Et aujourd'hui, et en septembre dernier, c'est la base. C'est Dereck Lively va rentrer en année 3, il va être en négociation contractuelle cet été, et il va avoir un jackpot parce qu'un pivot grand, mobile, qui peut bien défendre, lire sur short roll, etc., ses pépites, ça se garde. Aujourd'hui, tu sors cette phrase à Dallas... Très franchement, c'est chaud. Je sais même pas si les Mavs vont pouvoir le conserver. Aujourd'hui, Alex, on sait même pas qu'il va rester à Dallas dans 6 mois. Non, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Cissé fait une meilleure saison évidemment que Lively. Alors pour les blessures, certes, mais juste cette phrase n'a pas de sens. Non, elle n'a aucun sens. Je suis d'accord. Et donc, c'est sûr que malheureusement, oui, parfois on doit faire avec les blessures, mais tu viens d'en parler aussi avec Bilal. C'est qu'en fait, avec Bilal, t'en parles très bien dans la section sur les Wizards, c'est bon, il y a des soucis de blessure, il faut qu'il joue. Mais le problème, c'est qu'une des qualités des joueurs NBA, c'est qu'il faut qu'ils soient sur le parquet. Donc quand tu rends un hommage à un joueur pendant 3 minutes et que tu dis j'y crois, et qu'en fait le mec il passe pas 1 minute sur le terrain, désolé, c'est un fail. C'est un fail, Dereck Lively. Et en fait, le plus gros fail, je crois, c'est que j'ai du mal à avoir de l'espoir pour la suite. Peut-être que je suis trop sombre par rapport à Lively, je sais pas comment toi tu es par rapport à lui, mais que la blessure, faut voir s'il revient ou pas. Putain. Ça se trouve, il va revenir.
Si ça se trouve, mais c'est quand même. Il est jeune encore. Hein. Il fait passer Anthony Davis pour Michael Bridges. Non, mais oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu veux dire. C'est qu'il a même pas 90 matchs en 3 saisons NBA, Derek Lively. C'est chaud. Donc je peux même plus en parler comme un Gérard Dor. Le but, c'est juste qu'il revienne sur un parquet. Et quand il reviendra, quel impact il aura pour des Mavs ric-rac. Tu sais, en plus, pendant les previews, les Mavs ont été là. Oh, l'équipe chiante à jouer. Ouais. Oh, l'équipe chiante ça aurait dû l'être. Hein. Désolé, ça aurait dû l'être quand tu vois le niveau de Cooper Flagg, quand tu vois ce que Jason Kidd est capable de te sortir avec les Ryan Nembhard, les Max Christie, Najee Marshall. Il y a du joueur. Là, c'est vraiment joué sur les blessures où notamment il y a Lively, mais notamment celle d'Anthony Davis, quoi. À un moment donné, voilà. Non, mais je sais pas qui est le pivot de l'avenir des Mavs. Kyrie revient toujours pas. Enfin, tu vois, genre là, les blessures, voilà. Raté plein et j'ai encore pire à venir, donc vous inquiétez pas. Par contre, là, on va basculer dans le positif. On fait une fois mauvais, une fois bon. Alex, c'est parti, bombe le torse. De qui tu as envie de parler là où tu as plutôt bien visé? Jalen Duren. Ouais, Jalen Duren. Moi, je suis dans le bateau depuis le début. Ça oui. Là, faudrait regarder ce que je dis de manière très exacte. J'ai pas refait la séquence, mais je l'ai à peu près en tête. En gros, je dis que le rôle de Jalen Duren, ça va être important pour lui. C'est une saison. Les Pistons viennent de progresser d'un coup, de rentrer dans le top 6. Il va falloir qu'il nous montre qu'il est vraiment un pivot titulaire, que c'est vraiment lui le meilleur intérieur. Attention à Isaiah Stewart. Et puis il va falloir, Bastien, tu critiquais un peu sa défense. Moi, je disais puis j'aimerais bien en attaque qu'il soit un peu plus mordant au scoring et tout. Bon, alors, on est pas mal. Donc on a un des meilleurs rebondeurs offensifs de la ligue. Je crois qu'il y a Steven Adams devant, des gros monstres comme ça. Mais il est pas loin. Il est pas loin, il a quasiment 4 par match de rebond offensif. Au rebond tout court, monstrueux. Techniquement, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été là ? Il y a eu un petit progrès de ouf en toucher et même au-delà du côté technique, je trouve qu'il y a plein de choses où ça montre une évolution incroyable et très prometteuse. Il y a encore quelques trous d'air, il y a encore quelques irrégularités. Le mec a 22 ans, ou 23. L'athlète, on savait. L'athlète et le physique, quoi. Le 2m08, 112 kills, ou je sais pas combien il pèse et tout. C'est un gros monstre et tout. Progression, petit shoot. Progression, touché. Du coup, au scoring, tu passes de 11 points à 18 points par match dans le même temps de jeu. Voilà, comme ça c'est fait au moins. Ensuite, les petits flashs offensifs de bien se positionner, de faire la bonne passe, poser les bons écrans, ils sont réellement là. Comme l'équipe joue de mieux en mieux, lui, il pèse de plus en plus dans ce jeu-là. Et en plus, de l'autre côté du terrain, là où Bastien, toi, t'avais un peu de doute et moi un peu moins. Et légitime, hein, même les fans des Pistons, c'était exactement. En fait, quand tu regardes les Pistons jouer... ça y est, ton pivot maintenant, t'as Isaiah Stewart que tu peux faire rentrer qui fait un taf défensif absolument incroyable, mais en fait ton pivot titu c'est clairement Jalen Duren parce que il est beaucoup plus fort qu'Isaiah Stewart en attaque, et même athlétiquement purement. Isaiah Stewart il est un peu plus petit et tout machin. Et en défense, cibler Jalen Duren, ça commence à... C'est une autre musique. Ça switch mieux, il se fait moins baiser sur les décalages, il est plus en place sur les aides et les rotations. Ça se voit pas forcément encore dans les stats en termes de contre ou d'interception. Il est à peu près à 1 contre, une interception par match. Mais ça se voit dans le jeu et la défense des Pistons. Et puis il y a un troisième point, j'en avais un peu parlé dans la rubrique là, Gérard et tout, c'est l'attitude. C'est Motown, hein. C'est bien ça. C'est bien. C'est Jermaine O'Neal qui joue à Détroit, quoi. C'est ça. En jeune. Parce que Jermaine O'Neal n'a pas joué à Détroit. Oui, et puis Jermaine O'Neal à Détroit. Voilà, il a juste mis 2-3 patates. Mais ça, c'est une autre histoire. Il a joué, mais pas au basket. Pas que au basket. Voilà, il a cru que c'était un ring. Mais bon, ça arrive, tu te trompes. Voilà. Mais en gros, c'est beau, Jalen clairement, Jalen Duren. Quasi All-Star, là. Quasi All-Star. Pourrait. En tout cas, si les coachs disent quand même Détroit, il leur faut un deuxième All-Star, ça peut tout à fait. Jalen Duren, sinon c'est qui ? Non, c'est deuxième All-Star de Détroit. Non, c'est ce que j'allais dire, c'est le deuxième clair meilleur joueur de cette franchise. Il tourne en double-double, là. Il est en 18-11 cette saison. Là, ça commence à être des stats sympas. Ouais, le 11 était envisageable, le 18 et la manière on l'avait moins vu venir. Ça, là-dessus, a été très bon. Moi, ce qui m'a épaté, c'est les matchs en début de saison où il y avait beaucoup de blessés, dont notamment Kate Cunningham, et où certains soirs, JB disait, vous inquiétez pas, on va jouer sur Jalen Duren. Plaque tournante sur Jalen Duren, il va nous mettre un 30-20 sur la tête des Pacers ou de je sais pas qui, et ça va très bien se passer. C'était imprononçable il y a quelques mois là-dessus. Mais t'es dans le bateau depuis le début. Dans le bateau depuis le début, donc ça fait plaisir quand le bateau il ne coule pas
au bout de 3 semaines. Restez connectés. Non mais c'est vrai ou pas? Oui, tout à fait. On va changer de section dans quelques minutes. Sur le même poste d'intérieur, bon en plus ça me permet de faire un clin d'œil aux amis qui sont partis en voyage avec moi à San Antonio. Bon bah Luke Cornett, là, toute la section Luke Cornett. C'est mon Gérard absolu des 30 previews. Vous pouvez vous refaire toute la section. Je l'ai rematé. Je dis, ok, on aime bien parce qu'il est rigolo et qu'il fait des cornets contest. Mais attention, bien plus que ça. Vrai joueur. Vrai joueur de basket. Besoin d'un backup solide derrière Wemby, qui connaît son rôle et qui n'en sort pas. C'est-à-dire, je sais comment jouer au basket, poser des écrans, bien rouler et défendre. Ouais. Je peux me débrouiller dans n'importe quel type de line-up et je sais quel est le chemin de la victoire avec Harrison Barnes. J'ai été bagué avec les Celtics, donc du coup je vais aider aussi à ces jeunes à bien se comporter et bien être encadrés. Qui a besoin de Wemby en fait? Quand tu as lu Cornette. Mais non, mais en vrai, il y a eu cette séquence-là entre mi-novembre et début décembre où Wemby est blessé et où Cornette est titu. Mais on était en mode, il fait le compte de la gagne à Orlando, il a été parfait. Toutes ses entrées en jeu sont formidables pour le collectif. Ce qui était une petite signature et une blagounette est en train de réellement devenir une des plus belles signatures des Spurs ces dernières années. C'est le Gérard sur lequel je l'ai bien senti, le Gérard universel des Spurs. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de suivre les Spurs. Le Gérard, même dans l'attitude, c'est lui. Stephen Castle, il est plutôt chill. Allez, Keldon Johnson, il a un petit peu d'humour, mais sinon, Dylan Harper, tout ça, c'est des mecs plutôt chill. Luke Cornett, c'est un peu un gars, voilà, il est un petit peu Spurs 2008. Chill, quoi. Mais Dylan Harper mais il a aussi un petit potentiel Gérardisé. Oui, bien sûr. Gérardisant, je sais pas comment il a un côté Gérard. D'ailleurs, tu sortais un côté ginobilesque avec Dylan Harper, et ça se confirme. Mais vraiment, mon Cornett, c'est en train de devenir, je dirais, à Boston, c'était un chouette backup où, lorsqu'il a signé à San Antonio, beaucoup de fans des Celtics ont envoyé des larmes en disant prenez soin de lui. Et là, dans toute la NBA, en fait, on est en train de se rendre compte de la qualité de ce joueur. Ouais. C'est un joueur avec qui tu vas loin. Et les Spurs sont 2e de l'Ouest au moment où on parle. C'était inimaginable. Et si demain tu dois avoir des séries de playoffs un peu tendax et tout, machin. Bah, quand Cornette rentre en jeu, moi, je suis sûr, oui, sur certains switches, ça va couiner. Oui, ça va couiner un peu sur certains switches. Mais bon, t'es serein, t'es content, t'as ton backup. Quoi. Moi, je suis d'accord. Et quelque part, vraiment, ça dépasse le cadre statistique. En fait, j'ai vu à quoi pouvaient ressembler les Spurs sur quelques jours, quelques matchs lorsqu'il n'y a pas Wemby. J'ai pu voir aussi à quoi ça ressemblait quand il y a un gros vide derrière Victor. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques matchs d'absence de Luke Cornett. Tu sais que lorsqu'il faut revenir à nos anciennes années, Zach Collins, etc., c'est un des meilleurs pivots backup. Tu viens de parler d'Isaiah Stewart, Luke Cornett rentre là-dedans. Ouais, Luke Cornett rentre là-dedans, je suis d'accord, c'est un très bon pivot backup. Tout ça pour, je sais plus combien on a dit, 10 millions l'année. Il est pas cher, ouais. Non, il est pas cher, il a un contrat super. Par contre, il va falloir qu'on revienne dans les fails. Ouais. On a eu pas bon, on a eu bon. Alex, il va falloir que tu parles d'un des joueurs sur lesquels tu as un peu moins bien visé. Devin Carter. Oui, là ça on a rigolé ensemble. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, il joue au Sacramento Kings. Oui. Alors là, j'étais dans le bateau, tu vois, comme les bateaux qui coulent. Je prends Gérard Dor après sa saison rookie où il n'a pas beaucoup joué, où ça s'est passé de manière un peu complicado sa saison rookie. En même temps, bon, t'es rookie aux Kings. Il s'est blessé en plus. Enfin bon, bref. Le mec tournait à 4 points, 2 rebonds, une passe. Censé être fort en défense, mais comme personne défendait autour, on pouvait pas trop juger. Il est en mi-saison, il était blessé. On pouvait pas juger. Après, il s'est blessé. Donc voilà, je l'ai pris en Gérard Dor à l'issue de sa saison rookie, à l'orée de sa saison sophomore. Et je suis pas non plus dithyrambique, mais j'explique. Et je m'autocite qu'il y a une utilité assez évidente dans l'effectif des Kings à faire jouer Devin Carter. Bon, force est de constater que non. Hein. Malheureusement. Après, on peut ne pas être d'accord avec le choix de Doug Christie, puisqu'on dit tout le temps ils défendent pas. Peut-être qu'ils devraient plus insister sur le jeune Devin Carter. Honnêtement, moi-même, j'en suis pas sûr. Il a l'air bien paumé sur les terrains quand même. Ouais, bien paumé. Puis attends, les tirs, ils rentrent jamais. Ça rentre jamais. Hein. Soyez pas, cherchez t'as des pas. Ouais, attends. Pourcentage au tir, hein. 33%. C'est pas 3 points, hein, c'est 33% au tir. À 3 points, c'est 25%. Voilà. Bon, il est à 100% sur la ligne de lancer quand même. Il y a de l'espoir. 6 sur 6. Il y a de l'espoir. Il est à 0,7 en 13 matchs. Ouais, c'est ça, il doit être à 7 sur 7. Ouais. Un truc comme ça. Ça arrive, hein, 8 sur 8, un truc comme ça. Bref,
Il n'y a pas d'impact. D'ailleurs, Doug Christie le fait moins jouer que l'année dernière. L'année dernière, en moyenne, quand il a joué, il était à 11 minutes par match. Là, il est à 8. On peut pas dire que le backcourt des Kings soit non plus full of talent. Tu vois. Et au milieu de tout ça, bon... on pourrait avoir, je le redis, on pourrait avoir envie de critiquer ce que fait Doug Christie. Les Kings, c'est n'importe quoi. Enfin, on voit pas du tout où ça va. Ok, mais quand même. Là, ça fait beaucoup... De joueurs, de professionnels, anciens joueurs pro qui devient coach et tout, qui ne veut pas jouer Devin Carter. Donc, c'était mon Gérard. Moi, j'y croyais beaucoup. Je pensais qu'il y avait une vraie utilité évidente. Peut-être que l'avenir finira par me donner raison s'il se fait trader dans une autre équipe ou quoi. Pour l'instant, c'est un gros fail. Pour l'instant, c'est compliqué. Pour vous donner juste les coulisses du truc, on était juste avant de démarrer. Là. Alex revoyait la preview des Kings et dit attends. Et là, et vraiment, il y a la phrase. Moi, je pense qu'il y a une utilité évidente. Il a fait pause. Allez, c'est bon. Fail. Je l'ai. C'est un fail. C'est vraiment parfait. Bah oui, parce que clairement, tu regardes jouer les Kings. Ils ont 800 problèmes avant de savoir si Devin Carter est utile ou pas. Ouais. Parce que le mec n'est pas très utile. Voilà. Non, c'est clair. Pas tortillé du cul. Mais c'est un gars, c'est vrai, dès la draft, t'étais assez chaud sur lui. Et peut-être que l'avenir, dans un autre contexte, souvent on en parle des joueurs, ça dépend où t'atterris aussi. J'aimais bien son profil. Et son profil energizer, quand même assez athlétique, capable de bien défendre sur l'homme, un peu combo garde, j'aimais bien. À condition qu'il rentre des 3 points, comme pas mal de joueurs et tout. Mais surtout, je pensais que justement, dans le backcourt des Kings, qui était plein de mecs qui défendent pas des masses, il aurait sa place. Voilà. Lui, comme Keon Ellis, les mecs. Par contre, Keon Ellis, je suis pas d'accord avec Doug Christie. Oui, ça oui, on est d'accord. Voilà. C'est un autre sujet. Ouais. Autant sur Devin Carter, je veux bien entendre les choses, autant sur Keon Ellis, ce mec-là joue pas aux Kings, ce mec-là, il va aller dans une autre équipe et tout le monde va être là en mode putain, Keon Ellis, tout est player. T'as quand il met ses 3, ça change tout. Incroyable. Non. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Enfin, on verra, peut-être qu'on redécoupera cette séquence. Dans la partie des très grandes phrases de ces 30 previews, je vous présente un de mes très beaux fails, Portland Nation, Hansen Young. Alors, on est plusieurs à avoir fail là-dessus. Pareil, on va voir si l'avenir peut donner raison. Le talent est indéniable. Le talent est réel. Il peut tout à fait bien jouer, il peut avoir des séquences, etc. Par contre, je cite, chaque minute sur laquelle il va être sur le parquet, je vais avoir des frissons. Effectivement. Allez, rallumez le chauffage. Et puis il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais rallumez le chauffage. Parce que c'est pas que des frissons de oulala. Est-ce que Alex, tu peux me sortir les pourcentages au tir, surtout de Hansen Young, s'il te plaît? Je vais te sortir le nombre de vaches. Parce que là, déjà pour l'actu, sachez-le, il vient d'être sélectionné pour le Rising Star Challenge. Là, je sais pas si t'as vu, mais c'est dans l'équipe de G-League. C'est de la politique. C'est Adam Silver qui a envie qu'il y ait le public chinois qui soit il là. a joué 26 matchs, une seule fois titulaire, 8 minutes de temps de jeu par match, 8 minutes de temps de jeu par match. Il est à 28,5% au tir. Voilà, donc Devin Carter à côté, c'est Duncan Robinson. Il est à 15,6% de loin, putain. Il est à 29% au tir et 15% de loin. Mais tout n'est pas perdu puisqu'il est à 95% au lancer. Donc c'est pas perdu. Il y a des vraies mains et il y a la capacité à pouvoir contribuer. Mais juste, on va se dire clairement les choses. Les Blazers, le soir de la draft, ils ont reach pour avoir ce mec. Et je dis dans la section Gérard d'Or, Alex, cette phrase, je dis que nous ont fait les Blazers? Est-ce qu'ils ont fait une Giannis Alperen Sengun, c'est-à-dire on a 10 ans d'avance, on a vu un truc que personne ne pouvait voir dans les places 15 à 20 de la draft, ou est-ce qu'ils ont fait une Pokusevski et je sais pas qui d'autre je sors comme exemple? Bender. Oui, mais à la limite, Bender, il a été top 4 de draft, tu vois, et donc il a été assez énorme. C'est un putain de reach. C'est vrai que c'est un putain de reach. Le mec aurait pas dû être drafté, limite. Il aurait pas dû être drafté. Attention. Hansen Young, en fait, je souhaite lui donner du temps, parce qu'il a 20 ans, qu'il arrive en Amérique et qu'on va essayer de lui trouver du temps de jeu, mais là, bravo Donovan Clingan, qui fait une vraie progression, qui est bien dans ses Blazers, qui a sa place, mais par contre, derrière, excusez-moi, tu vas pas compter sur Robert Williams quand même. On va faire bientôt un apéro sur les Blazers parce que, bon, il y a plein de choses qui sont positives, mais en backup pivot, il y avait potentiellement de la place pour le genou. Ah oui. Après, c'est une franchise aussi qui a démarré une saison où, en fait, leur coach, on s'est rendu compte qu'il jouait dans le Casino Royal et donc il allait falloir compter sur Thiago Splitter. Donc, il a dû aussi s'adapter. Un rookie qui s'adapte à 2 différents coachs en l'espace de quelques semaines, c'est pas facile. Mais je voulais du frisson. Je disais que c'était un des rookies que j'avais le plus hâte de voir sur un parquet NBA. Bon, bah là. déjà, tu le vois pas beaucoup. Bah, déjà, je le vois pas. Et quand je le vois, souvent, en fait, au-delà de ses punchlines, souvent, il a l'air un peu effrayé. Voilà, sur les parquets. Je trouve que Hansen Young, il y a des situations beaucoup où tu as l'impression que il veut pas faire de mal à qui que ce soit, il veut marcher sur les orteils de personne. Tu sais, quand Yao
est arrivé en NBA. Il y a eu Charles Barkley qui a dit voilà, le mec, il est pas agressif. J'embrasse le cul d'un âne s'il me fait un double-double dans sa première saison rookie. Ça a pris 8 matchs. Ouais, voilà, parce que Yao Ming, il a rencontré Shaq, il a fait j'ai un vrai caractère et je vais te rentrer dans la gueule. J'ai quelques doutes sur Hansen Yang. J'espère que ça va se traduire positivement à l'avenir. Mais alors là, sur la saison rookie, pliez les gaules. Il sera dans aucune conversation de quoi que ce soit. Et là, s'il est au Rising Stars, c'est parce que Adam Silver a dit je veux le public chinois. Un fail. Mais pas de mot bust. À court terme. Faut attendre. Voilà, c'est un fail à court terme. Je suis d'accord. C'est un fail de Gérard. Voilà. Il va falloir un très gros jump la saison prochaine pour qu'on ne dise pas. Je crois que le nom que je sors, c'est Ton Maker. Tiens, dans la preview sur le reach des Bucks à l'époque. Le nouveau Kevin Garnett. Voilà. Je sais plus, c'était ça. Ah si, ouais, Kevin Garnett avec le moteur de Sean Marion. Enfin, je sais plus quoi. Allez, on va se redonner un petit peu de love. Alex, bombe le torse, il y a un joueur que tu as bien vu. John Collins. C'est pas le plus spectaculaire de mes Gérard d'or, mais pour le coup, la saison actuelle des Clippers et ce qui se passe autour de John Collins, la façon dont il est utilisé et l'impact qu'il a réel pour cette équipe des Clippers, là me fait vraiment, je suis dans le 1000 au niveau de mon Gérard d'or. C'est-à-dire qu'il est en année de contrat, le Johnny. Ouais, et t'en parles d'ailleurs. J'en parle. Tu dis que c'est une année de contrat, donc c'est important. Bah, c'est important. Ensuite, je parle du sujet de la taille chez les Clippers, où l'année dernière, on avait beaucoup vu Nico Batum qui jouait pivot et Kawhi qui était obligé de glisser en 4 et tout. Là, Kawhi, c'est marrant parce qu'il te fait une streak de malade mental. Il y a 2 intérieurs à côté de lui. Il y en a 2. Et pourquoi il y en a 2 ? Parce qu'il y a Zubac au pivot avec Brook Lopez en remplaçant, et parce qu'il y a John Collins qui est un ailier, mais un ailier fort, un vrai, 2m08, 110 kg, bien athlétique, qui pose des vrais écrans, qui envoie du sale à 3 points. Combien ? 42% à 3 points, il en prend 3 et quelques par match, donc il ne prend pas un énorme volume, par contre il est fou dedans. Ce qui est le plus important pour donner de l'espace à des mecs comme Kawhi ou James Harden notamment, ou même à Zubac sous les cercles pour jouer du pick and roll. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as Zubac qui vient faire un écran à Kawhi ou à Harden, et que dans le corner d'un côté il y a je sais pas moi, Chris Dunn mettons, et John Collins, eh ben le joueur que tu n'as pas envie de laisser tout seul shooter, c'est John Collins. Et cette menace fait que souvent Harden a plus de place, que Kawhi joue des 1 contre 1. Donc si voilà, il est un peu blessé Kawhi, mais il va revenir. Mais si vous avez vu jouer les Clippers là, sur les 15-20 derniers matchs, vous avez vu que Kawhi en 1 contre 1, c'est relou. Et s'il peut jouer des 1 contre 1 comme ça, c'est parce que faut laisser John Collins. En fait, si tu laisses John Collins, c'est pas la même chose que Derrick Jones Jr. qui est souvent utilisé en 4 par le passé. Et là, John Collins, c'est super. Ça, et t'en parles. Son shoot, sa taille, sa capacité à apporter du rebond, sa capacité à jouer petit pivot s'il y a besoin et tout. En gros, le rôle et l'impact de John Collins, c'est réel. En termes de stats, il est un peu moins élevé, il score moins de points que ce qu'il faisait dans les matchs à Utah. Ouais. Mais ça, dis-toi, t'en parles. Mais exactement. Par contre, il va aller beaucoup plus loin en termes collectifs, et je peux vous dire qu'en play-off, si ce mec-là maintient son pourcentage au tir à 3 points et que donc en attaque, il n'y a pas de problème, il est archi-utilisable, ça va faire chier pas mal d'équipes, notamment quand il s'agira de jouer le Thunder qui peut te mettre 2 intérieurs, ou il s'agira de jouer... Aaron Gordon, t'en parles dans la preview. Ouais, les Rockets. Quand tu joues les Rockets, t'as envie d'avoir un vrai 4. Ou les Nuggets avec Aaron Gordon et tout. Donc non, ça je suis content parce qu'en plus c'est un joueur que j'aime bien, moi, perso. Ouais. Donc je suis content pour lui et je suis content de mon Gérard d'or. T'as eu bon dedans, je peux compléter parce que je me suis refait toute la séquence. Il y a 2 autres éléments que tu mentionnes très bien. C'est ça fait longtemps qu'on n'a pas vu John Collins dans un endroit compétitif. Dans une vraie équipe de basket. Dans un endroit compétitif, tu dis, pour rester poli. Je suis resté poli, ouais. Parce que c'est vrai qu'à Utah, c'était la merde. Et la fin d'Atlanta, c'était caca. Ouais, et donc, tu dis, ce sera pas forcément statistique, mais en année de contrat, pour retrouver une cote et montrer qu'il peut bien contribuer, c'est un super athlète. Et pour pouvoir tenir face à des types comme Aaron Gordon, que tu cites, c'est très très bien. Et c'est vrai que les Clippers, là, ils kiffent John Collins. John Collins, il a 26 millions de salaire cette année. Est-ce que tu penses, toi, Bastien, qu'en gros, là, au sortir de cette saison, que ce soit les Clippers ou d'autres gens, est-ce qu'il peut prendre 75 millions sur 3 ans, 25 patates par an, parce que des gens vont se dire, ouais, c'est un titulaire NBA au poste 4, dans une vraie équipe. Ouais, en fait, ta question est intéressante. Moi, je ne me soucie pas trop. Parce qu'il est jeune encore. Ouais, il a 28. Ans, voilà. C'est pas trop le montant,
c'est la durée. C'est-à-dire que John Collins, s'il continue sur sa descente, il allait prendre que des contrats minimum à 1 et truc. Là, il y a des équipes qui vont vouloir mettre 3 à 4 ans. Ah ouais. Et dire oh, moi je veux bien ce genre de profil. Et quand John Collins va dire faut mettre au moins 20 millions sur la table, il aura des arguments pour le faire parce qu'il va dire regardez, chez les Clippers, équipe sérieuse avec des gros joueurs autour, non seulement je fais le sale boulot, mais en plus quand il y a des points à marquer, je les mets. Non, super. Et puis défensivement, il y a eu une période où j'avais des doutes. Je trouve que là, pareil, il fait pas tâche. Dans la bonne défense des Clippers, il ne fait pas tâche. Absolument. John Collins, c'est strike pour Alexinator qui a bien vu ça et on espère que, comme tu l'as dit, les Clippers iront en playoff. Parce que là, tu as dit en playoff, ça peut aider. Bon, alors là, franchement, on est fin janvier. Je pense que les Clippers vont aller rarement en playoff. Autant j'ai eu des gros doutes avec leur début de saison dégueulasse. Autant on vient de faire une vidéo. Ils se sont fait un peu cœur derrière notre vidéo contre les Bulls et tout. C'était un accident. Derrière, ils se sont repris direct. Cette équipe est dangereuse. Alors manger du papier, alors manger ses propres tweets, comme dirait l'autre. Elle est dangereuse. Ah oui, tout à fait. Ouais. Eh bien, écoute, du côté de Cleveland, moi je vais aller pour parler de. Alors là, c'était pareil. C'était un assez joli strike. Je sais qu'Alex, il aime bien celui-là, Jaylen Tyson. On était en pleine preview. Il y avait 14 personnes qui connaissaient le nom de Jaylen Tyson. D'ailleurs, toi, tu disais, c'est le fils de Mike en plein milieu de la preview. Attends, c'est drôle. Elle est très très belle. C'est de l'humour. Moi, j'adore. Il a fait de la boxe. Parce que vu les coups qu'il met sur le terrain, les punchs, je peux dire qu'il est pas loin à faire. Et en fait, dédicace à mes copains de la Cavs Nation, je parlais d'une vraie interrogation sur le poste 3 et d'un joueur qui est tout le temps au bon endroit au bon moment, qui ne va jamais être une star, une superstar, mais qui peut contribuer au bon résultat collectif de son équipe. Alors malheureusement, Cleveland, c'est pas aussi fort que ce qu'on attendait. Par contre, Jaylen Tyson fait partie des grands rayons de soleil des Cavs cette saison, non seulement dans ce jeu tout en intelligence et en dépenses physiques. Lui et Tomlin on a parlé récemment dans l'apéro Cavs-Knicks, deux des garçons sur lesquels on peut le plus compter. Et en plus, tu en rigolais à l'instant, mais un des gars qui peut s'exprimer aussi le plus, c'est-à-dire que lorsqu'il a fallu rentrer dans la gueule des titulaires et des cadres de Cleveland, et Jaylen Tyson il répond présent. Moi j'adore. Je parlais dans la preview, dans la section Gérard Dor, du fait qu'il y avait peut-être une surprise par an qui tombait. Ty Jerome l'année dernière, Jaylen Tyson cette année. À Cleveland, en tout cas, difficile de trouver meilleur Gérard que Jaylen Tyson, qui en plus est un peu Gérardesque, tu vois, c'est-à-dire que c'est quand même le mec qui... C'est ça que tu avais oublié de nous dire dans ton Gérard, c'est que le mec, c'est J.R. Smith avec le shoot de Ray Allen, quoi. Alors, en tout cas, il peut bien aider. Bien sûr. Jaylen Tyson, moi j'adore. Il est vraiment, il est en train de faire sa place en NBA en fait. Grave. Je sais pas si tu as les stats sous les yeux. Si, justement, j'étais en train de te les chercher là. J'en prie. Jaylen Tyson, il met presque 14 points par match avec 5,5 rebonds. Il est à 46,6% de loin. 46. Et il en prend, Il en prend 4,5 par match, quoi. Je veux dire, il en prend. Et l'année dernière, il mettait combien de points par match? Je sais pas si tu as l'historique. Si, mais là, franchement, ça doit il a quadruplé. Famélique. Il a quadruplé. L'année dernière, il était rookie. Il était à 3,5 points. Ouais, il est passé de 4 à 14. Il est passé de 3,5 points, 2 rebonds à 14 points, 6 rebonds. C'est passé d'un no-name à un vrai joueur reconnu en NBA. Ça, c'est... Ça, là-dessus, je me suis pas chié. Belle polyvalence, il peut jouer 2 postes. Non, c'est vraiment un superbe pioche des Cavs à la draft 2024, ça. Absolument. Alex, est-ce que tu as envie de rester à Cleveland? Oui, j'ai envie de rester à Cleveland. Malheureusement, on va basculer dans le fail. Pour vous parler d'un fail, ce fail s'appelle Lonzo Ball. Aïe. Quand on a fait la preview, j'ai pris Lonzo Ball en Gérard. Honnêtement, j'y croyais. Joueur que je kiffe bien et tout, machin. Très difficile pour lui, ce qui lui est arrivé à Chicago alors que c'était bien parti. Les genoux qui craquent complètement et tout. On s'est même, pendant un moment, demandé s'il allait pouvoir rejouer au basket, en tout cas à haut niveau et tout. Il peut. Est-ce qu'il joue à haut niveau? C'est une question qu'il faut se poser. En tout cas, il y a plusieurs points là-dedans. Vous regarderez la séquence, Gérard, mais je suis optimiste. Je suis là en mode, c'est pas mal pour les Cavs, franchement. Ball handler, en plus, il peut mettre des 3. En plus, défensivement, il peut apporter des choses. Il peut réguler le jeu. Derrière la paire, Donovan Mitchell-Garland, il amène de la taille en plus, parce que les deux, ils sont quand même un peu petits. Donovan Mitchell et Garland. Enfin, tu vois, le truc un peu optimiste où je suis là. Et limite, je suis presque à l'inverse de ce qui se passe dans la réalité. Parce qu'en plus, derrière, je dis attention, le physique, est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va pouvoir tenir des minutes? Alors, c'est même pas le sujet. Lonzo Ball, quand il rentre là, en ce moment, il a une vingtaine de minutes par match. C'est chiant, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ouais. Moi, souvent, devant les matchs des Cavs, je suis attends. Redites-moi pourquoi Craig Porter Jr. ou Tyrese Proctor jouent pas là et qu'on s'acharne un peu à faire jouer Lonzo Ball, Kenny Atkinson. Vraiment une vraie question que je me pose parfois.
ça me saoule. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, tu en rigolais juste avant qu'on démarre la caméra. C'était la punchline de l'apéro récent qu'on a fait dans le trade Isaac Okoro. Alors, avec dans le trade Isaac Okoro, je faisais la punchline où je dis, je savais pas que c'est les Bulls qui ont récupéré le meilleur shooter. Oh bah voilà. Putain, les stats au shoot de Lonzo Ball, c'est un scandale. Il est à 30% au tir, 27% de loin. Alors ouais, il apporte un peu de rebond avec sa taille, avec son feeling pour le jeu. Il y a toujours une petite passe décisive ou deux. Il peut avoir du jeu de transition aussi dès qu'il prend un rebond. Il lance vite la transition, mais c'est très faible, c'est très maigre. Et à mon sens, dans une équipe du niveau des Cavs, ça devrait mériter, je sais pas, maximum 10-12 minutes de temps de jeu par match. Là, je regardais un peu les derniers matchs où les Cavs se comportent quand même bien. Bon, c'est vrai qu'il a été bon contre Orlando, enfin bon, efficace, je veux dire, mais je ne pense pas que, malheureusement, je ne pense pas qu'il puisse vraiment avoir une part aussi grosse dans la rotation que ce qu'il a actuellement pour les Cavs, à moins que il lui faille énormément de temps là pour se mettre en route et que cette première partie de saison ne soit qu'une mise en route. Oui. C'est l'option que je me dise que voilà, j'aime bien Lonzo Ball. Je suis pas du genre à descendre du bateau comme ça, même quand on a de l'eau jusqu'aux cuisses. Tu vois, voilà. Et je me dis, je reste optimiste, je me dis bon, ça se trouve et tout. Mais c'est vrai que ça en prend un chemin compliqué et que il y a des jeunes à faire jouer, il y a Jalen Tyson, ils vont faire quoi? Il y a Sam Merrill qui va finir par revenir. Pourquoi filer autant de minutes à Lonzo Ball? C'est une vraie question. Et ça me fait chier parce que je voyais bien l'inverse en Gérard Dor. Les Bulls ont gagné le trade? Oui. Oh, c'est dur. Bah oui, parce que... Mais c'est dur comme... Enfin... Je pense que oui. Je pense que oui, parce que finalement, je pense que des Merrill, des Craig Porter, des Proctor, ou quand tu vois le boulot de Tyson, quoique Jalen Tyson remplace de ouf Okoro tous les jours. Hein. Mais en fait, à quoi il sert vraiment Lonzo Ball? J'ai encore des doutes, même si Kenny Atkinson et son staff ont l'air de vouloir continuer à l'utiliser. Donc, ce sont des professionnels, peut-être que c'est eux qui ont raison. Ils ont peut-être une vision qu'on n'a pas. Hein. Mais pour le moment, elle est crade. Hein. Vache. Pour l'instant, c'est chaud. Les lunettes sont crades, ouais. Moi aussi j'avais une vision, mais alors celle-là... C'est quoi ta vision? Allez, on va aller dans le Minnesota. Putain. Ah là là, mon pauvre Terrence Shannon Jr. Ah, j'en ai fait une caisse. Hein. Oh là là, dans la preview des Wolves. Moi aussi j'y croyais. Oh là là. Toi t'as été bon sur Julius Randle sur les Wolves. Mais j'y croyais. Mais Terrence Shannon Jr., moi je suis en mode... les mecs, les Wolves, vous avez vu ce qui s'est passé dans le playoff là face au Thunder? Il y avait un seul mec qui tenait le regard face au Thunder, c'était Terrence Shannon Jr. Super. Bravo. Lourd. Alors... c'est l'œuf ou la poule, c'est-à-dire il a pas un énorme temps de jeu filé de la part de notre ami Chris Finch. Le sujet reste le même. Parfois on se demande pourquoi. Et parfois on se demande pourquoi. Donc les Wolves, il y a des pics de très très bien. Donc merci Jaden McDaniels, merci Julius Randle, merci Ant, merci Rudy. Ça il n'y a pas de souci. Mais en fait, si tu peux me sortir les stats de Terrence Shannon Jr., quand je peux te dire que ça stagne, c'est que ça stagne. Alors il y a des flashs certains soirs à Los Angeles ou d'autres endroits. 13 minutes, 4 points et demi. Un rebond. On démarre la séquence, je te dis Terrence Shannon, tu me dis waouh, quel papa de gauche. Moi je dis je suis d'accord. Bon après je suis d'accord. Le peu de 3 points qu'il prend, il en met 40%. Oui, mais à n'en pas douter. La papate elle est là. Hein. Mais en fait le truc c'est qu'il se fait toujours pas sa place. Et en fait on avance et on a même tenté de sortir Mike Conley du 5 pour mettre du Donte DiVincenzo. Qui est quand même 47 fois titulaire sur les matchs. Bones Island a plus de temps de jeu que lui. Bones Island a plus de temps de jeu. En fait, même quand Finch a essayé d'ouvrir un petit peu le banc, bon, après, encore une fois, faut laisser du temps aux jeunes, parfois il y a des blessures et tout, mais moi j'en faisais une caisse, j'ai fait des minutes entières sur Terrence Shannon en mode genre, surveillez les Wolves, attention, parce que s'il faut prolonger un gars en sortie de banc qui fait le travail, c'est lui. Bon. Bah malheureusement là, tu sais ce que j'ai vu là récemment? Dis-moi. Une rumeur Kobe White à Minnesota contre Mike Conley, Terrence Shannon et un second tour de draft. Moi je le fais tous les jours le trade si je suis les Wolves. Tous les jours je le fais. Parce qu'aujourd'hui t'as un 5 majeur plus Naz Reid. T'as un 5 majeur assez clair des Wolves plus Naz Reid. Et je mets pas Conley dans le 5 majeur. Bah non. Je mets Ant avec Donte DiVincenzo, Jalen Williams, Julius Randle et... Oui, Jaden McDaniels et Julius Randle et Rudy Gobert à raquette et Naz Reid en 6e homme. Si tu ajoutes à ça un combo garde qui peut sortir du banc comme Kobe White, t'as un set
Et du coup, après, tu vois qui tu mets autour, mais en gros, tu as ton remplaçant externe, ton remplaçant un peu inter. C'est assez intéressant. C'est ça. Moi, je le fais tout de suite, le trade, malheureusement. Ce qui fait peur, c'est que, évidemment, Kobe White, comme les fans des Bulls le savent, il faut le prolonger cet été. Donc, ils sont en train de voir comment se débrouiller avec cette affaire. Mais bref, Terrence Young Jr., moi, je m'étais dit dans la saison, il va y avoir 1 ou 2 matchs. On va dire, tiens, on devrait faire un apéro sur les Bulls. T'as vu le banc de Chris Finch, quand même, avec Terrence Young Jr., 0. Mais il n'y a même pas l'ombre d'une tentative d'un essai 2. Enfin, je veux dire, j'ai eu plus de moments de rayonnement là, récent de Johan Bérenger que Terrence Young Jr. C'est vrai. C'est vrai que le petit Johan... Et j'adore Johan Bérenger, hein, c'est super. Enfin, petit. Johan. Le jeune. Ouais. Johan Bérenger. Mais ouais, non, Terrence Young Jr., je doute pas du talent, mais pas à Minnesota, quoi. Là, et moi, vraiment, dans la section, je me dis, mais tu sais que les Wolves, c'est peut-être ça qui leur manque là pour passer un peu un cap. C'est une sortie de banc là où... T'as un mec comme ça qui met du punch. C'est là où il y a le sujet Chris Finch, c'est qu'il a bien compris qu'il fallait sortir petit à petit des minutes de Mike Conley. Et il n'a pas su trouver vraiment. Il y a un peu de Jalen Clark, un peu de Terrence Shannon. On voit bien que ça oh bah Dante, il a des grosses minutes. Oui, mais on voit bien que ça tâtonne et tout. Et est-ce qu'il se trompe sur Terrence Shannon ou pas? Je sais pas. Bon, en tout cas, ça m'emmerde. Et le Gérard, ouais. C'est un très très gros fail, sachant que je disais retenez son nom et que j'en parlais avec les fans des Wolves. On va finir avec du positif. Ouais, on finit avec du positif. Allez, Alex. Moi, j'ai un Gérard où, pour le coup, je me suis pas trompé. Ah là, moi, j'applaudis. Ryan Rollins. J'applaudis parce que là, c'est dans le mille. Ouais. Ryan Rollins, preview des Bucks. Bucks qu'on a mis quand même assez nettement plus haut que ce qu'ils ne vont probablement finir réellement. On verra, on n'en est pas encore à la fin de la saison et tout. En revanche, dans le sillage du transfert, enfin du départ, du cut de Damian Lillard, j'avais parlé du rôle qu'allait avoir Ryan Rollins dans cette rotation des Bucks. Alors, non seulement je me suis pas trompé, mais en plus j'étais moins 10 ans par rapport à la réalité. Il est encore plus fort que ce que tu as annoncé. L'autre, il est titulaire, il joue 30 minutes par match, et honnêtement, il y a pas mal d'équipes NBA qui pourraient le mettre titu. Ouais. Il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a... L'autre jour, je faisais les comptes, on s'amusait à ça avec Simon, parce que c'était une idée d'apéro qu'on voulait faire... bref, prendre des mecs comme ça et dire ok, dans combien d'équipes ils seront titulaires. Tu sais, très bien, allez-y. Ouais, ouais, voilà, il y a moyen. Il a 31 minutes par match, il met 16 points, il a 5 rebonds, 5 passes, il fait des interceptions, il tient le jeu. Il a été clutch. Il est clutch. Fois, il est propre. Ryan Rollins, bouge pas, mon Ryan. Qu'est-ce que ça donne niveau stats? Ah oui, non, putain, c'est les stats de Ryan Dunn. Je dis, genre, c'est quoi ces stats de tir? Non 46%, 39 de loin, tu vois. C'est quand même assez propre. Oui. Autre qualité, par rapport à ce qu'il a le ballon en main, il le perd pas tant que ça, il fait assez attention au ballon. 3, hein. Donc c'est bien. Et donc, oui, non seulement le Gérard est là dans le sillage du départ de Damian Lillard, mais en plus, je pense que Ryan Rollins est en train de s'installer en NBA comme... On verra s'il est titulaire toute sa carrière ou si c'est un gros 6e homme ou quoi. On verra comment ça fonctionne exactement pour lui. Par contre, je pense qu'il va avoir des contrats. Oui. Et que en fait, pendant longtemps, on va être là. Ouais, Ryan Rollins, franchement, il est propre. Putain, ouais, tu vois, cette saison, 18 points, 6 passes. Il est là. C'est Ryan Rollins. Ça avance bien. Et dans le clutch, il était là. Le coach l'a fait jouer à côté du meneur ou c'était lui le meneur. Enfin, franchement... Super joueur et effectivement c'était une bonne pioche Gérardin, surtout qu'en plus il est assez kiffant à regarder lui. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas des Bucks. Je te confirme. Moi, quand j'ai démarré l'idée d'émission et que j'en ai parlé à Alex, je lui ai dit en gros le Ryan Rollins, quoi. C'est-à-dire, pour moi, ça m'avait vraiment marqué parce qu'en plus, aujourd'hui, on a fait un point, je dirais, autour de Noël, mais si tu fais un classement des meilleures progressions de l'année, il est dedans. Ouais, je l'avais un peu mis de côté, je sais pas pourquoi. Il est dedans. Il est dedans. Il est même peut-être très dedans. Même. Il est très dedans. Enfin, il y a notre copain de Portland, Denny, il y a Jalen Duren qui est très fort, il y en a d'autres aussi qui sont méchants, mais Ryan Rollins, il discute. Ouais, je pense, ouais. Masterclass d'Alexinator. Toi, t'avais quoi en dernier pour clôturer? On va aller à Memphis. Pour parler de monsieur Cédric Howard, qui fait évidemment un magnifique début de saison et de carrière à Memphis. Alors, pour vous remettre le contexte, parce que c'est là surtout que c'est un strike, c'est dans l'explication. Je le sentais assez bien et j'étais très amoureux. Déjà en juin, quand on avait fait une émission sur les prospects, et j'adore Cédric Howard, on allait le voir ensemble à Berlin et ça se voit très très fort que ce garçon est très fort. Vache. On l'a vu avec Alex, on regardait, on se disait putain, il est fort. Il crève l'écran.
Franchement, hein. En plus, il est mal utilisé, c'est un scandale. C'est un enfer, mais il s'en sort vachement bien. Je déteste le coaching de Thomas Izzalo. J'aime pas du tout. Je pense que t'es pas seul à Memphis, ils vont bien s'entendre avec toi. Par contre, dans l'explication, je disais attention à ce qu'on appelle le fantôme de Ziaire Williams. C'est-à-dire, Memphis avait fait un reach à la draft par le passé en pick 10 en se disant on y croit fort et on va avoir notre titu. Et toi, tu avais pris Jalen Wells notamment, et on parlait du fait qu'il pouvait y avoir un très beau combo sur les ailes à développer, Jalen Wells, Cedric Coward, en potentiel. Et là, à la draft, tout à fait, et là, à la draft, Memphis monte pour aller chercher Cedric Coward. Et donc, moi je dis, il faut enlever le fantôme Ziaire Williams qui était passé par Brooklyn et qui, je pense d'ailleurs, n'a peut-être même plus de contrat NBA aujourd'hui. Mais... Oh si, je pense. C'est à Brooklyn, il est encore chez les Nets. Oui, c'est vrai qu'il y a Brooklyn qui a un contrat encore. Mais je pense que beaucoup de gens vont être très surpris et vont tomber amoureux de Cedric Coward parce que si ça se passe bien, le 2-3 du futur de Memphis, ils l'ont. Mais il faudra tout de suite être bon parce qu'entre les blessures, les absences et l'incertitude à Memphis, s'il est là et qu'il répond présent, ça va crever l'écran. Temps de jeu. Et il a combien de temps de jeu ? Il a 27 minutes parce que Thomas Izzalo préfère filer 12-8 minutes par match à Vince Williams Jr. Enfin, file. Et ça mange, c'est pas tout à fait le même poste, mais ça mange dans les minutes par c'est ricochet. C'est du handball de toute façon, hein, les Grizzlies, hein, tu rentres, tu sais. Donc bon, ça, on souffle très très fort, mais vraiment... vrai bon joueur des deux côtés du terrain, assez propre au tir, peut tenir la balle, hein. C'est pas dégueu, balle en main et tout, se place bien, il est intelligent, enfin oh la vache. En fait, il a bonheur. Je crois que tu l'as dit avant qu'on démarre la vidéo, dans beaucoup de classes de rookies, il serait dans la course au rookie de l'année. Ouais, bon bah là il y a quand même beaucoup de monde. La QV 2025. Ouais, ça pique. Mais c'est un excellent choix des Grizzlies et c'est un joueur qui à mon avis va faire son bout de carrière, un peu plus vieux que les autres rookies, il a 22 ans. Ouais. Mais à Memphis, il n'y a pas beaucoup de rayons de soleil cette saison, Cedric Coward en fait partie. Ouais. Et puis ça se trouve en fait là il faut qu'il mûrisse un poil, même si c'est pas un jeune rookie, il reste un jeune joueur. Ça se trouve ça devient tu sais un two-way archi fiable. Ouais. Poste 2-3, tu sais, une espèce de carrière à la Caldwell Pope ++, ou... il va lui prendre sa place, hein, complètement, c'est pour ça que j'en parle, ou tu vois, ou même encore mieux, soyons fous, en fonction de comment il développe sa capacité de shoot, sa capacité d'aller finir près du cercle aussi, tu vois, en fonction de comment il se développe, mais... Enfin... Parfois, quand tu vois jouer Cedric Coward et que tu as vu jouer Desmond Bane avant à Memphis, tu dis, bah écoute... pourquoi pas en fait? Ouais, bien sûr. Tu vois, le borderline All-Star là? Ouais. Non, il a un gros potentiel. Donc voilà à peu près pour les différents joueurs. On a eu du good, on a eu du moins good. Dites-nous évidemment, vous, sur quoi vous aviez peut-être l'expertise et le nez fin. On aura l'occasion peut-être de faire un point après pendant les playoffs, parce qu'il y en a qu'on va voir là pendant les playoffs. On va aller chercher les contrats. Un petit mot de la fin, mon cher Alex, ou on est bon, tu me dis? Ouais, le tout petit mot de la fin, c'est que j'avais Jimmy Butler dans mes Gérard. Et Butler n'est pas vraiment un Gérard, hein, c'est un gros joueur et tout. Mais malheureusement, là, il y a une blessure qui vient de casser toute cette belle dynamique. Mais c'était un bon Gérard à la base. J'étais là en train de dire que Butler, s'il prend tout bien sérieusement depuis le début, il peut vraiment aider les Warriors à se maintenir dans le play-in, voire top 6 et tout. C'est exactement là que les Warriors étaient à peu de choses près, on va dire. Malheureusement, on verra pas la fin de cette affaire-là. Ça s'est arrêté au All-Star Break. Alors que d'habitude, Jimmy Butler, il commence au All-Star Break, sa saison. Ouais, c'est un peu compliqué. Vrai, c'est moche. Dites-nous vous évidemment ce que vous aviez comme Gérard d'or. Les prochains, on en parlera, ce sera dans les 30 previews. On vous fait des très très gros bisous. Et attention, il y a plein d'actu à venir sur votre chaîne YouTube préférée. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao.